Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette 6e et dernière vidéo de la saison 1 de Vivement Doumanche. L'été a commencé, il fait chaud, on est moite. Parle pour toi, gros. Et du coup, on a décidé de trouver un thème un peu plus léger pour cette dernière vidéo, mais qui fait quand même écho à une partie d'actualité et aussi de fréquentes empoignades quant aux goûts musicaux de chacun. Tout à fait. Comme vous le savez, il y a immensément de genres et de sous-genres, de ramifications dans le métal. Et le problème étant qu'en général, chacun s'identifie, chacun défend un peu sa chapelle. Et on a tendance un peu à vouloir que notre chapelle, celle dans laquelle on se trouve, prédomine, soit meilleure que les autres. Et de nombreux débats plus ou moins stériles ont lieu à ce propos. Et en fait, en observant tout ça, on s'est un petit peu demandé si, de fait, on pouvait quand même, objectivement, ou selon des critères un peu sérieux, dégager des styles de métal qui seraient meilleurs que les autres, en dehors de nos propres sensibilités, bien évidemment. Au-delà du titre qui est un peu putaclic, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même le sujet des classements dans l'art, c'est quand même quelque chose qui existe depuis toujours en fait. Ouais, c'est hyper justifiable, le fait de faire des top 10 toutes les fins d'année, alors que les œuvres ne doivent pas nécessairement se comparer. Le succès de certains sites comme Sens Critique, qui justement poussent à faire des classements, poussent à comparer une œuvre par rapport à une œuvre, c'est une logique comparative en permanence, ouais. Tout à fait, ouais. Et au-delà même de ces exemples qui sont relativement actuels, historiquement, la classification, c'est quelque chose qui avait lieu dans l'art, et notamment en peinture. Dans l'académie de peinture en France, au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la hiérarchie des genres, qui a été théorisée par un mec qui s'appelle André Félibien, donc je vais vous citer une partie d'une préface. Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. La hiérarchie des genres établit un classement où, au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle la peinture d'histoire, qui est en fait la représentation de scènes historiques, de scènes mythologiques et de scènes religieuses. Cette hiérarchie se trouve au-delà des portraits, qui eux-mêmes se trouvent au-dessus des représentations d'animaux, de paysages et de nature morte. Félibien considère que cette hiérarchie se justifie par la difficulté de représentation et la technique. Effectivement, et on retrouve un peu cette logique, et du coup la question qu'on a été amené à se poser, c'est au fond, si on essayait d'un peu d'objectiviser les choses, est-ce qu'on n'arriverait pas, en établissant des critères particuliers, à essayer de trouver, on va dire, des éléments pour pouvoir classer les différents genres de métal. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est logique, quelque chose qui ne l'est pas? Est-ce que c'est possible, ne serait-ce que possible de classifier là? Donc on s'est posé cette question. Est-ce que, en fait, en mettant quelques filtres dans notre perception de la musique, en établissant quelques critères, en classifiant les genres par rapport justement à des critères, est-ce que certains genres de métal ne sont-ils pas meilleurs que les autres? Exactement. Alors évidemment, loin de nous la volonté de faire un top 10 putaclic que certains youtubeurs adoreraient faire, mais exclusivement d'essayer de trouver des pistes de réflexion sur le sujet. Quand on reprend la citation de Félibien, on voit bien que ce qui justifie le classement et les hiérarchies selon lui, c'est la technique. Et c'est un argument qui a longtemps et qui est très très fréquemment employé pour classifier les œuvres. À titre personnel, quand je ne fais pas Vivement Doumanche, je travaille dans un conservatoire de musique classique du coup, qui forme des jeunes musiciens à devenir professionnels. Et la plupart des élèves écoutent un peu de métal, et ils écoutent tous la même chose. Et ça me rend fou. Ils écoutent tous du prog, ils écoutent tous Dream Theater, ils écoutent tous Polyphia, toutes ces merdes-là, ces trucs polyrythmiques. Ça me tabasse. Mais en fait, quand ils écoutent ça, c'est parce qu'ils ont conscience, plus que les non-musiciens, que ces groupes-là sont d'excellents musiciens, et ils arrivent à comprendre pourquoi, et à te justifier à quel point Petrucci est un bon guitariste. Ouais, bien sûr. Mais on voit ça d'ailleurs quand moi je suis allé voir plusieurs fois Paul Gilbert en concert, par exemple, Steve Vai, que des musiciens dans la voûte. Donc là, c'est logique parce que c'est un guitariste, mais quand t'as un excellent guitariste dans un très bon groupe de prog ou quoi que ce soit, que des musiciens dans la foule, parce que ils vont apprécier le critère technique, et souvent le prog est vu comme un genre un peu snob, précisément pour cette raison, parce que c'est un genre qui est très riche, très élitiste, et qui est surtout pour des musiciens. Ouais. Et qui ne vise pas à émouvoir. Le fait de lier la musique et l'émotion, c'est en fait une vue de l'esprit peu ou prou, parce que dans l'histoire de la musique, ça n'a pas toujours été le cas, et on peut écouter de la musique rien que pour admirer la technique, la musicalité,
et les capacités à créer de certains musiciens. Ouais, puis l'un est pas exclusif de l'autre. Par exemple, moi je sais qu'un de mes albums préférés, c'est un instrumental, mais c'est quasiment tout l'album confondu, c'est Suspending Animation de John Petrucci. On sait que Petrucci, c'est un shredder de base, ça va très très vite, mais c'est un album, je trouve, qui a des compositions hyper émotives, que j'aurais pas forcément dans un album qui se veut émotif différent, avec des lyrics, etc. Et pourtant, il peut y avoir cette combinaison, mais c'est vrai que généralement, on oppose quand même technique avec émotion, et on met davantage la technique en avant comme étant des genres qui méritent plus d'être mis en avant, et qui sont meilleurs, précisément parce que les musiciens sont bons, en fait. Clairement. Et avant de rentrer dans des critères un peu plus originaux, on s'était dit qu'on pouvait pas ne pas évoquer le prog. Les fans sont en général, en tout cas on les représente un peu comme ça, un petit peu élitistes, et justement ils se servent de cette excellence technique pour justifier la supériorité de ce genre-là sur le reste du métal. C'est une logique élitiste, on retrouve un peu pareil dans le jazz aussi, hein, dans certains jazz qui sont plus techniques, on va considérer que le genre est meilleur parce que les musiciens sont meilleurs, et donc le genre lui-même... Ils ont une meilleure compréhension de la musique et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on peut pas non plus blâmer un type qui va se manger 1 heure de Weed Eater, et qui après va aller voir Obscura, on va dire, bon... Ouais, ça se comprend quand même. Bon. Il y en a un qui peut jouer l'autre c'est pas certain, tu vois. Mais en tout cas, évidemment il me semble que c'est un critère qui est important quand on essaie de à peu près objectiviser est-ce qu'un genre est meilleur que l'autre. C'est quand même un critère qui doit être pris en compte. Réducteur de merde, mais c'est parce qu'on n'écoute pas de prog, gros. Enfin, moi, mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même un critère qui est hyper réducteur, parce que un genre qui serait pas technique du tout, mais qui est vecteur d'émotions très fortes. Après tout, est-ce que l'objectif de la musique c'est pas de faire vivre des émotions ? Ça peut l'être. Ça peut l'être, etc. Donc c'est un critère, mais c'est certainement pas le critère pour déterminer comment hiérarchiser les genres. Voilà, donc arrêtez les fans d'Opeth. Autre réflexe que beaucoup de personnes ont dans tous les arts, c'est de considérer que les origines sont indépassables. En littérature, pour beaucoup, l'Iliade et l'Odyssée, qui sont quand même des gros piliers fondamentaux de la littérature occidentale et qui ont inspiré nombre d'écrivains et de productions littéraires à travers les siècles et encore maintenant, on a des fois tendance à penser que bien que ce soit hyper précis d'un point de vue stylistique et excluant, c'est des ouvrages qui sont absolument fondamentaux, qui ont aussi créé pas mal d'idées, qui ont été reprises, parodiées, développées, ce genre de choses. Mine de rien, qu'on le veuille ou non, dans le métal, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Évidemment. Je peux pas le nier, je suis ultra fan de Black Sabbath, pour moi c'est mon groupe préféré et c'est ce qui s'est fait de mieux. Mais quand toutes les personnes en interview déifient justement cette espèce d'origine de type voilà, nous quand on a créé ça, on voulait juste faire comme eux, on a créé un groupe parce qu'on aime. Exactement, voilà, juste pour rendre hommage à ça, à ça, à ça. En fait, le biais cognitif qui te fait penser que toute production ultérieure est en fait une réécriture de ce qui s'est fait de base, peut te pousser à te dire autant directement aller aux sources et ne pas et voir la source comme une sorte de production finie qui ne peut pas être dépassée en fait, étant donné qu'elle n'a qu'inspiré. C'est pour ça qu'en fait tous les genres pionniers, que ce soit évidemment le hard rock, le heavy metal à l'ancienne, etc., c'est souvent vu par des gens bien sûr. Au-delà de l'aspect un peu sentimental, des gens qui ont découvert le métal à cette époque avec tel type de genre, etc., c'est que c'est considéré souvent comme des genres supérieurs, même si ce sont des genres qui aujourd'hui sont parfois complètement perdus, ou en tout cas avec une qualité musicale moindre, mais parce qu'il y a ce critère, ce côté pionnier un peu. On est le premier genre, on a été un des genres majeurs pour lancer la scène, et en fait vu qu'il y a eu une influence sur les acteurs de la scène, mais aussi sur le public, en fait on considère que le genre est meilleur, juste parce que voilà, il y a un côté... D'ailleurs, dans ces cas-là, plus que des genres, on parle vraiment de groupes. Black Sabbath, Judas Priest, Maiden, qui ont tellement inspiré derrière, qui continuent encore d'ailleurs. Ouais. Je sais plus si c'est à dessin, je crois. T'as oublié Metallica à dessin. J'oublie Metallica, mais pas à dessin. C'est vrai que c'est moi mon truc. Hein. Mais je sais plus qui avait dit. Il me semble que c'est soit Scott Ian, soit Rob Zombie en interview qui avait dit qu'en fait tout le métal c'est Black Sabbath en plus rapide, en plus long, en plus lent, jouer à l'endroit, jouer à l'envers, jouer plus grave, jouer plus aigu. Ce qui est un peu réducteur, mais ce qui est pas complètement faux sur les débuts en tout cas. Ouais. Clairement, tout à fait. Ouais. Et au-delà de ça, tous ces pionniers aussi ont ce côté quand ils sont arrivés. Et quand t'as des espèces d'interviews de fans qui t'expliquent quand ils ont découvert Metallica, ce genre de choses, en fait, c'est des groupes qui évoluaient sur des terrains quasi vierges, ou qui étaient justement en train de pousser, et tu te dis qu'il y avait vraiment un avant et un après. Et des fois, c'est juste l'histoire de moi, mais le fait qu'ils se retrouvent un peu seuls,
un peu défricheur de toute une esthétique les rend pour beaucoup genre indépassables. Effectivement, mais c'est pour ça que quand on a essayé de réfléchir à quels étaient les critères qu'on pourrait mettre en avant, c'est évident que le critère de l'antériorité ou le critère du caractère pionnier, je sais pas comment on peut le définir, mais ça paraît comme un critère assez évident, pas forcément parce que objectivement c'est celui qu'il faut retenir, c'est parce que de fait c'est le critère que beaucoup de gens retiennent. Bien sûr. Et on le voit toujours quand il y a les combats sur la programmation du Hellfest, les têtes d'affiche avec tel ou tel groupe. On se pose pas de question de voir tel gros groupe en tête d'affiche où il n'y a pas beaucoup de renouvellement, parce qu'en fait il y a le groupe certes, mais il y a le côté c'est seulement des éléments majeurs d'un genre majeur, c'est un genre qui mérite d'être en tête d'affiche. Quand on y réfléchit, on s'est demandé si c'était pas davantage un critère de popularité, parce que comme on dit, c'est au-delà du genre, c'est plutôt des groupes. Mais en fait, le critère de popularité est pas forcément le bon pour dire est-ce qu'un genre est meilleur parce qu'il est plus écouté que l'autre. Déjà parce que plus écouté, ça veut pas forcément dire meilleur. Chose, ouais, tout à fait. Ça. Et puis parce qu'en fait, on se rend compte que ce critère de popularité, en fait, il est mélangé avec le critère d'antériorité. C'est-à-dire que si aujourd'hui certains groupes sont absolument majeurs, populaires à souhait, etc., c'est aussi souvent parce qu'ils étaient précurseurs dans leur genre. Et même si c'est forcément plus récent, mais quand on prend les exemples de Rammstein ou autre par exemple, c'est pas du heavy de l'époque, mais mine de rien, c'est devenu énorme et dans l'Indus, c'est devenu un monument. Ouais, parce alors qu'ils sont même pas pionniers dans l'Indus. Exactement, mais parce que ça a été peut-être le premier groupe qui a démocratisé autant. Et donc en fait, voilà, le critère potentiel de popularité nous semble pas très pertinent, mais il est en fait lié au critère de l'antériorité qui lui l'est. Par contre, certaines fois, on peut aussi se dire que l'appréciation d'un album dépend de l'histoire. Tous les albums de Proto Black et les premiers albums de la seconde vague norvégienne avec les De Mysteriis Satanas, les Emperor, ce genre de choses, sont des albums qui sont absolument excellents. Mais s'ils sortaient maintenant avec toute l'histoire qu'il y a derrière, on trouverait juste que c'est une sorte de redite. Ouais. Le fait qu'ils sortent sur un terrain qui est quasi vierge et que ce sont des albums qui commencent à explorer quelque chose qui va être retravaillé par la suite, en font des albums qui sont peut-être plus respectés pour ce qu'ils sont que leur qualité intrinsèque musicale. En tout cas, les deux sont difficiles à séparer, j'ai le sentiment. Complètement, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette espèce de critère d'antériorité, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est quand même un critère, c'est un peu un critère de révérence aussi. Hein. Tout à fait, ouais. Il y a forcément le truc, mais ça reste quand même un critère qui permet, en tout cas à certaines personnes, de créer une hiérarchie dans les genres, tout simplement. Tout à fait. Si certaines personnes sont particulièrement attachées à un genre musical, c'est aussi parce que celui-ci représente un cadre spatio-temporel hyper défini auquel les personnes sont attachées, ou alors reflète parfaitement une époque. C'est un truisme de le constater, malheureusement, mais certains genres musicaux, à notre sens, arrivent à plus capter certaines vibrations, certains bouleversements historiques, certains espoirs, déceptions d'une époque ou d'un lieu. On en a tous, on arrive tous à en trouver, mais c'est vrai que quand on en a parlé, on a pensé à The Offspring par exemple, qui est quand même un immense marqueur des années 90, on va dire, de l'espèce d'Amérique... Pré-11 septembre. Pré-11 septembre, avec ce côté, une musique hyper enjouée, mais toujours cette espèce de petite pointe d'inquiétude, un peu comme si c'était une sorte de prémonition. Ouais, il y a une dimension prémonitoire, un peu dans The Offspring. C'est assez mélancolique, plus que ce qu'on trouve d'ailleurs dans les autres groupes un peu de punk rock populaire qu'il y avait exactement à l'époque. Mais on peut penser aussi à Manson. Hein. Ouais, on en pense vraiment ce qu'on en veut d'un point de vue musical et surtout humain, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais vraiment, si vous vous rappelez un peu des années 2005, 2006, 2007, il y a vraiment peu d'artistes qui ont vraiment exprimé avec autant de justesse cette espèce d'Amérique de Bush, où il y a une espèce de puritanisme qui cache d'une part une espèce de bêtise et une violence qui est incroyable. Ouais. Et un appât du gain qui se cache derrière des espèces de valeurs pseudo-morales un peu bêtes. Et Manson a vraiment mis le pied dans le plat et décrit ça avec une justesse qui est impressionnante en fait. Effectivement, vraiment. Ouais. Et si on élargit d'ailleurs le cas Manson, il y a quand même un cas dont on peut parler, c'est quand même le néo-metal, quoi. C'est-à-dire que c'est de manière générale, le néo, c'est quand même un des genres les plus décriés. Tout à fait. Mais qui au final est peut-être un genre qui est le plus marqué dans le temps. Et qui a illustré vraiment avec justesse une époque, celle des années 90. Quoi. Complètement. Il y a d'autres choses, il y a plusieurs choses à dire. C'est que d'une part, c'est un style qui est extrêmement ancré dans le réel. Qu'on parle de Slipknot, qu'on parle de Korn, qui parle beaucoup de leur quotidien. Le néo, c'est un genre qui fictionnalise assez peu, qui ne va pas convoquer des références historiques comme Iron Maiden, des références littéraires comme Black Sabbath, comme Metallica, des zombies ou des trucs un peu fictionnels comme tous les styles extrêmes, notamment le death. C'est un style qui va être ancré dans le réel, qui va être aussi intéressant au niveau de l'esthétique. Il va y avoir cette espèce de
d'humour très potache qu'on retrouve beaucoup dans les années 90, qui sont aussi le règne d'MTV. C'est ça, la création des Dodson, de Jackass, de South Park, même des Simpsons. Il va y avoir un humour assez abruti, mais qui derrière la bêtise va aussi essayer de dénoncer quelques situations, quelques injustices. Et autre part, je trouve que le néo, c'est aussi l'illustration d'un phénomène qui est extrêmement importante dans l'histoire de la musique actuelle, c'est que les années 90, c'est le moment où le rap passe devant le rock en termes de musique contestataire, musique populaire et expression de la jeunesse. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, le rock et ses dérivés, le punk, la new wave, tout ce genre de choses, avaient vraiment un peu le monopole de la contestation, de l'expression de la jeunesse. Et bien que le rap soit antérieur aux années 90, le succès d'Eminem fait basculer le rap et le fait passer devant. Dans l'hyper grand public, clairement. Tout à fait. Et du coup, le néo a créé cette ouverture, en fait. Tout à fait. Et a essayé de en fait sauver le rock en intégrant le rap, en essayant de le dévorer, en se disant ok, de toute façon, ça c'est le futur. Il faut qu'on s'en serve pour survivre nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on parle un peu du critère ancré dans le temps, parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu des déclarations récentes du bassiste de Trivium, mais aussi du guitariste de Asking Alexandria, qui viennent dire globalement le néo, peut-être le pire genre qui existe. C'est ce qui peut se défendre, hein. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui étaient affranqués à la poubelle, mais clairement. Mais il y a quand même ce côté, non seulement on est sur un genre qui a apporté une quantité massive de gens vers le métal, à une époque, etc. Perso, j'en fais quasiment partie, hein. C'est comme Slipknot et tout qui m'ont mis dans le métal à la fin 90, début 2000, donc je me sens un peu concerné par ça, et du coup on peut quand même dire que c'est malgré tout un genre qui a été assez important, qui pourrait être mis en avant, parce qu'il a apporté du monde, parce qu'il a apporté un renouveau malgré tout. Il y a 99% acheté dans le néo, hein, mais le 1% a été potentiellement déterminant. Le 1% c'est Deftones, c'est les Misfits en fait. Hein. Ouais, il y a Slipknot aussi quand même, mais ça crée, il y a quand même plusieurs groupes, mais en gros ça a créé tout un genre qui a potentiellement, malgré tout, eu une grosse influence par la suite. On pourrait aussi parler, on a parlé du cadre temporel, on pourrait aussi parler des espaces, parce que beaucoup de styles, de genres, sont extrêmement liés à leur endroit de création. Pour moi, c'est pas pertinent. C'est-à-dire que c'est très difficile de se dire, est-ce que Kyuss illustre mieux le désert californien que Windir illustre les côtes de Norvège? C'est touchant, en fait. Mais je pense que là, c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. C'est que chacun va apprécier et va se diriger vers des genres et des groupes qui vont illustrer, mettre en musique des paysages qui sont soit les leurs, soit des paysages qui fantasment. Nombreux ceux qui vont écouter du black pour retrouver la froideur de la Norvège, alors que mon pote il vit à Toulouse, tu vois, genre la froideur c'est... la fraîcheur c'est 7 degrés en hiver, tu vois, genre laissez-nous tranquille aussi. Pas tellement concerné, mais... mais c'est pour ça qu'on a un peu mis en avant ce critère aussi, qui peut paraître un peu étonnant, mais le critère spatio-temporel, au final, à partir du moment où un genre a autant marqué une époque, au fond, est-ce qu'on peut pas être dans la hiérarchie considérer que c'est un bon genre, en fait, tout simplement, parce qu'il a marqué une époque et qu'il est connoté. Tout à fait. Et autant on peut dire que le néo est pauvre musicalement et n'a plus aucune espèce d'intérêt maintenant, parce que c'est un objet historique, autant vraiment peu de genres ont marqué de manière aussi juste et ont décrit de manière aussi précise ce qu'était une époque donnée, les années 90 en l'occurrence. L'autre critère qu'on a potentiellement voulu mettre en avant, c'est, on va dire, les capacités évolutives ou les qualités intrinsèques d'un genre. T'as évoqué le stoner juste avant. Ouais, avec Kyuss, ouais, tout à fait. Moi, ça fait partie de ces genres. Je sais que ça va te blesser, toi qui aimes le stoner et tout ça. J'appelle un peu ça des cul-de-sac de l'évolution. Ouais, non, mais t'inquiète, gros, j'ai des goûts de merde, je sais. Enfin, non, mais tout ça, mais... Je juge pas, mais en fait, c'est pas forcément péjoratif en tant que tel, même si l'expression est volontairement, voilà. C'est plutôt de dire, en fait, ce sont des genres qui ont on va dire des critères esthétiques, des conditions esthétiques qui sont tellement précises. Tout à fait. Qu'en fait, pour rentrer dans ce genre-là, exactement, il faut quand même remplir un certain cahier des charges. Et qui est tellement précis et contraint que en fait, tous les groupes font peu ou prou la même chose en permanence et globalement, du stoner de 99 ressemblera à du stoner de 2017 qui ressemblera à du stoner de 2023. Et c'est d'ailleurs aussi marrant de voir que par exemple dans le stoner, t'as une grosse scène suédoise qui sonne hyper aride alors qu'il fait moins 20 degrés chez eux, ces gros bâtards, tu vois. On en place une pour Truck Fighters, immenses suédois qui font un truc genre très chaleureux, tu vois. Alors qu'ils viennent de Göteborg et que ils pèlent sa mère. Effectivement, il y a plusieurs scènes qui sont comme ça. Tout à fait. Le power, le crust, le stoner. Le beatdown.
J'adore Love the Nasty, mais genre le beatdown c'est fermé, tu vois. Genre, tu peux pas en sortir quoi. Ah non, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de neurones non plus, donc forcément ça aide beaucoup. T'as pas les capacités intellectuelles d'évoluer. Exactement. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des codes un peu, c'est un monde fermé. Donc c'est des styles qui sont en fait très poussés esthétiquement. Pour en faire partie, il faut, comme on l'a dit, remplir un certain nombre de cahiers des charges qui te permettent de te qualifier de tel. Sauf que du coup, les capacités de renouvellement sont assez potentiellement hyper limitées quoi. Tout à fait. Ce qu'on retrouve pas d'ailleurs dans d'autres genres qui sont à l'inverse, qui irriguent un peu plus d'autres quoi. Tout à fait. Ouais. À l'inverse, il y a vraiment certains styles qui directement se sont développés dans plein de directions très différentes. Et moi, quand j'ai commencé à penser vraiment à cette vidéo, je me suis dit qu'en fait le métal, on pouvait un peu l'évoluer sur une espèce de rose des vents, où d'un côté il y a la vitesse, la lenteur. Faut que je l'aille, ça trop réfléchi là. C'est intime. Non, il y a la vitesse, la lenteur, la mélodie, la brutalité. Et pour moi, le genre qui a les meilleures capacités d'évolution, c'est le death. Ouais. Parce que au final, le death, si on y réfléchit, il a dès son origine, il était à la fois brutal, à la fois mélodique. Il y a eu D-Side d'un côté, toute la scène de Godborg qui très vite est arrivée et a mis des leads, à ramener un peu tout le délire d'Iron Maiden à la maison. Ça a été rapide. Ça a été lent, Death pour le côté rapide, lent pour le côté Bolt Thrower, Obituary, ce qu'on veut. On peut aussi se dire qu'il y a eu une dimension à la fois technique et à la fois genre hyper primitive. Bah quand tu compares Obituary, avec Obituary, ouais, c'est clair que c'est plus du tout la même chose. Et il y a eu même quelque chose d'assez majestueux avec Morbid Angel et d'assez ultra schlag en fait, hyper brut, avec aucune envie de faire de donner un souffle épique au truc. Napalm Death, il y a aucune épicness dedans quoi. Non, c'est sûr, mais c'est vraiment un genre au final qui se subdivise en tellement de genres, mais aussi parce qu'il a des codes qui sont entre guillemets limités et c'est un terrain de jeu illimité. Et c'est pour ça qu'on pourrait considérer qu'en fait c'est un genre qui est peut-être meilleur que les autres, non pas parce que musicalement il est meilleur que les autres, mais parce qu'il a cette capacité à pouvoir se renouveler et à s'insérer dans d'autres genres. Exactement, et à potentiellement à expérimenter d'autres choses, aller dans d'autres directions, tout en restant du death. C'est-à-dire qu'en restant le genre qu'il est, tout simplement. Il y a quand même d'autres genres qui ont eu un peu ce côté, alors pas forcément intrinsèquement, mais qui ont irrigué les autres, je pense notamment au thrash. Ouais, bien sûr. Parce que mine de rien, il y a quand même du death qui s'en inspire beaucoup. Moi, je suis un grand fan de Kalma, par exemple, c'est du death mellow avec du thrash. Toute la partie avec le black aussi. Ouais, Midnight, tous ces groupes-là, effectivement, qu'on retrouve assez aisément, et qui montrent potentiellement, on va peut-être pas dire une supériorité du genre, mais en tout cas, être capable d'être vecteur de pouvoir irriguer d'autres genres, de pouvoir pousser d'autres genres, tout en restant majeur, se renouveler. Et c'est surtout le critère de renouvellement. Ce qu'on critique sur le stoner, c'est que ça se renouvelle absolument pas. Le death, quand vous écoutez du death des 80, death de 90, death de 2000, death de 2010, etc., on a l'impression que c'est pas le même genre, alors que si. Mais il y a un beau fil conducteur en tout cas. Cette vidéo, en fait, a été agréable à tourner parce que quand on pense à cette question qui est un peu provocatrice à dessein, en fait, de type est-ce qu'il y a un meilleur genre que les autres ? Eh ben non, tous les goûts sont dans la nature, ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de genre meilleur que les autres. Mais dès qu'on met des filtres sur qu'est-ce qui est meilleur en fonction d'eux, on arrive très très vite à dégager quand même des genres qui se distinguent selon cet unique critère. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut juste dire que si on veut ça, si on attend cela de la musique, et ben en fait, 1, 2, 3. Exactement. Tout à fait. Partie emotional. Ah, c'est une belle conclusion que tu viens de faire là. Je suis époustouflé même. Ouais, on profite un peu de cette dernière vidéo de la saison aussi pour vous remercier naturellement de votre fidélité. Vraiment. Quand on a fait cette vidéo un peu dans la foulée de notre live report du Motocultor, on pensait faire des vidéos où on aurait 200-300 vues grand max. Vraiment, la première fois, je me rappelle, franchement, on l'a mis en ligne, on se dit, écoute, on le fait pour le plaisir. Si on fait 300 vues, on est content. Comme dirait Herbert Léonard, naturellement. Effectivement. Et au final, il y a quand même un certain succès. Une communauté qui est fidèle. Effectivement. Ça, en tout cas, c'est vraiment né en fait, de plaisir déjà de tourner des vidéos ensemble, de vous partager un peu parfois des sujets un peu particuliers, des sujets originaux qui sont pas traités comme on trouve habituellement. C'est ça, et pas nécessairement actuels. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. On insulte aussi, mais... On insulte aussi, ça nous arrive, putain. Mais c'est que Vivement Dimanche, c'est vraiment né du plaisir d'être ensemble. Et de base, c'est vraiment un prétexte pour... un prétexte égoïste, en fait, pour juste mater les matchs de la Juve, parce que moi j'ai pas de télé et que la tienne est vraiment grande, bouffer des pâtes de taille, et vraiment être simplement ensemble. Et on avait en fait aucune attente, parce que je pense qu'on voulait pas non plus être déçus.
On avait juste envie de produire quelque chose ensemble, et la production nous importait beaucoup plus que la qualité du produit fini. Effectivement. Sauf que, franchement, vos retours ont été bons. Il y a des gens qui sont... Enfin, vous êtes venus, certains nous voir. Au Hellfest, en concert. C'est ça. Effectivement. Pour nous encourager, nous féliciter. C'est quelque chose qui nous a vraiment fait chaud au cœur, en fait. Effectivement, surtout qu'on s'y attendait pas, encore une fois, avec des thèmes qui sont un peu désuets. On s'attendait pas forcément à ce que ça puisse vous plaire. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y aura naturellement une saison 2 qui reviendra dès le mois de septembre, où on va vous concocter des vidéos parfois intelligentes, parfois franchement débiles. Mais toujours en essayant de mettre un peu d'intelligence dans la stupidité et un peu de stupidité dans l'intelligence. C'est effectivement ça. En tout cas, c'est sur ces beaux mots et avant de lâcher une petite larme en face de la caméra qu'on vous souhaite à tous et à toutes un excellent été. Ouais. Et on se retrouve naturellement à la festival rentrée. À vous, on est au bout à l'assaut. Si vous nous captez, venez nous payer des coups, on vous en paye, qu'importe. On sera peut-être au Motoc aussi. On sera peut-être au Motucultor aussi pour vraiment perdre les derniers neurones qui nous restent. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur ces bonnes paroles, à très vite. Merci à toutes et à tous.